Australie, feu d'artifice géant avec du public dans le port de Sydney pour fêter la nouvelle année. Les Australiens veulent apprendre à vivre avec le Covid. Un an après le Brexit, qu'est-ce qui a changé à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord? Reportage. Aux États-Unis, un incendie éclair a ravagé 650 hectares de végétation et des centaines d'habitations dans le Colorado. Des dizaines de milliers d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. Même si l'Europe se prive de ses traditionnelles célébrations du Nouvel An, Covid oblige, de l'autre côté du globe, Sydney, la plus grande ville d'Australie, a maintenu son feu d'artifice grandiose qui illumine le célèbre opéra. Et contrairement à l'événement sans spectateurs de l'année dernière, des dizaines de milliers de fêtards ont pu y assister sur les quais. Les autorités australiennes ont en fait abandonné la stratégie zéro Covid pour celle consistant à vivre avec le Covid. Elles disent se fonder sur les taux élevés de vaccination des adultes et sur la conviction croissante qu'Omicron est moins mortel que les précédents variants. En Nouvelle-Zélande, où la maladie n'a fait que 40 morts sur une population de 5 millions d'habitants, les autorités ont aussi annulé plusieurs feux d'artifice, mais organisé des jeux de lumière à Auckland. Les autorités qui ont fermé le pays en mars 2020 ont admis que le variant Delta avait changé la donne et qu'elles devaient abandonner leur objectif zéro Covid. En ce jour de réveillon du Nouvel An, Santé publique France nous apprend que le variant Omicron est désormais majoritaire dans le pays. Une évolution attendue. Alors le réveillon se prépare quand même, mais à force de tests, d'autotests et d'isolement, de port du masque, de préparation et d'annulation de soirées de dernière minute, et l'avenir inquiète. Pour mon 31, moi ce que j'ai prévu c'est d'être avec des amis, du coup non, j'ai pas beaucoup d'impact pour le coup dû aux restrictions sanitaires. Par contre, pour ce qui est de l'école, ça j'ai des restrictions assez sévères, c'est-à-dire qu'on finit finalement par retourner en distanciel, ce qui va être assez prenant parce que moi du coup ça m'a entraîné une légère dépression quand même, le distanciel l'année dernière, et du coup cette année j'espère que ça va pas trop m'impacter non plus. Au Royaume-Uni, les Britanniques sont confrontés à une pénurie de tests et en Angleterre, on construit des structures temporaires dans les hôpitaux pour se préparer à un éventuel afflux de patients. Le pays a atteint un nouveau record, plus de 189 000 contaminations ces dernières 24 heures, alors que la France en a enregistré 206 000. Et l'Italie, plus de 126 000 nouveaux cas positifs, un nouveau record, en augmentation de 30% par rapport à la veille. À Rome notamment, les files d'attente augmentent sans cesse et certains s'énervent de constater que les gens se font tester pour faire la fête. Ce que je trouve choquant, c'est que oui, il y a des gens qui sont ici parce qu'ils ont eu un contact étroit avec quelqu'un de positif ou qu'ils ont eux-mêmes eu le Covid. Mais la plupart des gens qui font la queue sont ici juste à cause du réveillon. Oui, certes, mais faire la fête avec l'esprit tranquille est plus rassurant pour tout le monde. L'Allemagne peut être plus prudente, a d'ailleurs limité les réveillons à 10 personnes pour les vaccinés, à 2 pour les non-vaccinés. Et toutes les grandes célébrations du Nouvel An sont annulées, la vente de feux d'artifice interdite. Elle n'a d'ailleurs enregistré que 42 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En Espagne, le nombre de nouvelles contaminations a lui atteint près de 162 000 jeudi, ce qui n'a pas empêché cette manifestation de plusieurs centaines de personnes sans masque dans les rues de Barcelone pour dénoncer les restrictions sanitaires du gouvernement, ni cette rave-party. « 7 600 visiteurs néerlandais qui arrivent dans une journée en gare d'Anvers, c'est la conséquence incohérente du confinement aux Pays-Bas. Les Néerlandais se ruent en Belgique voisine pour profiter de leurs vacances, car chez eux, magasins, restaurants, bars, cinémas, musées, théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier. Nous voulions juste échapper au confinement. Tout est fermé. En fait, on n'a rien à faire et c'est nos vacances. Alors on a pensé que c'était plus amusant de venir en Belgique. Ils disent de ne venir que si c'est nécessaire. Et nous disons oui, c'est nécessaire pour nous, pour notre santé mentale, de venir ici. Pour les commerçants belges, ces voisins étrangers sont une manne bien appréciée quand les affaires ont été difficiles. Ces derniers jours, la plupart de mes clients sont néerlandais. C'est donc très bon pour nos affaires. Il y a beaucoup d'activités à Anvers, donc nous avons beaucoup de clients en ce moment. La Belgique a jusqu'à présent opté pour des mesures plus légères et sa décision la semaine dernière de fermer les théâtres et salles de spectacle a été retoquée par la justice qui a autorisé leur réouverture immédiate.
L'Irlande du Nord célébrera le 1er janvier une année de Brexit. Depuis un an, le protocole de frontière fictive en mer d'Irlande signifie que les marchandises entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne doivent être contrôlées et parfois retardées, ce que déplorent les unionistes britanniques. Nous ne soutenons pas ce protocole parce qu'il est tout simplement un mauvais accord. Il a bouleversé l'équilibre fragile de l'accord du Vendredi Saint que nous avions négocié en 1998. Mais dans le même temps, je dis ceci, nous savons et nous comprenons qu'il doit y avoir une forme d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui couvre l'Irlande du Nord. Malgré les inquiétudes des unionistes sur ce protocole d'Irlande du Nord, certains secteurs ont bénéficié de manière significative du Brexit. Les exportations d'Irlande du Nord vers la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, ont augmenté de 60%. Et dans le sens inverse, c'est une hausse de 48% qui est constatée sur ces 12 derniers mois. Pourtant, certains détaillants indépendants trouvent que le Brexit a plutôt compliqué les choses. Je pense que le grand défi pour beaucoup de nos membres qui ont des fournisseurs ou des grossistes basés en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a eu un certain nombre de problèmes pour obtenir les marchandises et les produits à temps. Cela reste un défi permanent et c'est l'une des choses que nous voudrions voir traitées. Nous avons demandé aux Irlandais de Belfast si le Brexit avait affecté leur vie quotidienne. Ils répondent tous la même chose. Non, tout semble continuer comme avant. Non, dans la vie quotidienne, je n'ai pas remarqué de changement, non. Non, pas du tout. J'en suis plutôt satisfait. Pour certains, ici, en Irlande du Nord, le Brexit a apporté de grands avantages. Pour d'autres, pas du tout. Bien que son impact sur la vie quotidienne des gens ait été minime, les discussions en cours entre Londres et Bruxelles suggèrent que le véritable impact du Brexit ne sera peut-être pas connu avant l'année prochaine. Seul le temps nous le dira. Une conversation téléphonique d'une 50aine de minutes, sérieuse et concrète, et des mises en garde. Le président américain Joe Biden a menacé son homologue russe de sanctions économiques et militaires massives en cas de nouvelle escalade à la frontière ukrainienne. Vladimir Poutine a répondu que de telles sanctions pourraient entraîner une rupture complète des liens entre la Russie et les États-Unis. Le conseiller du président russe a résumé ainsi la situation. Le président russe a expliqué que dans cette situation difficile, la Russie agira comme les États-Unis agiraient dans une situation où des armes seraient déployées près des frontières américaines. Joe Biden a déclaré qu'au cas où l'escalade se poursuivrait le long de la frontière ukrainienne, les pays occidentaux adopteraient des sanctions à grande échelle dans les domaines économiques, financiers et militaires. Nous savons que ce serait une erreur colossale qui entraînerait de graves conséquences. Les deux dirigeants veulent tout de même croire en la voie diplomatique. Cet échange, le deuxième en moins d'un mois, prépare le terrain pour les discussions bilatérales les 10, 12 et 13 janvier entre la Russie et les États-Unis, puis l'OTAN et l'OSCE. Tout progrès passera par une désescalade en Ukraine, préviennent les États-Unis, même si le Kremlin affirme ne menacer personne et ne voit pas en quoi ces mouvements de troupes aux frontières ukrainiennes constituent une escalade. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui se montre confiant, disant avoir reçu l'assurance d'un plein soutien américain pour contrer une attaque russe. Les Occidentaux ont toutefois jusqu'ici exclu une réponse militaire à une éventuelle invasion russe en Ukraine. L'Indonésie a finalement accepté d'accueillir une centaine de réfugiés Rohingyas en perdition en mer. En majorité des femmes et des enfants, les occupants de ce vieux bateau en bois ont été débarqués sur la côte nord de l'île de Sumatra avant d'être aspergés de désinfectants et envoyés vers un centre à proximité. Jusqu'à mercredi, Jakarta envisageait de renvoyer ces réfugiés vers la Malaisie. Le Colorado en proie aux flammes. La nuit dernière, dans cet état de l'ouest des États-Unis, plusieurs centaines de maisons, des hôtels, des centres commerciaux sont littéralement partis en fumée dans le comté de Boulder, ainsi que 650 hectares de végétation. Le Colorado connaît une sécheresse historique et avec des rafales de vent de plus de 160 km/h par endroit, l'incendie a gagné du terrain à une vitesse folle. D'autant plus que les avions bombardiers d'eau n'ont pu décoller en raison des bourrasques pour venir en aide aux pompiers.
Selon un journal local, plusieurs personnes ont dû être soignées pour des brûlures. Au moins 6 ont été hospitalisés. Des dizaines de milliers d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer, notamment à Supérieur et Louisville. Des évacuations précipitées, mais souvent pas assez rapides.